Bon, Fredo, nous sommes ici à un point frontière entre l'Auvergne et Forêt, mais cette pancarte, elle est plus l'idée d'une potacherie d'étudiants qu'une véritable frontière qui a existé à cet endroit précis à travers les siècles. Elle a dû bouger cette frontière, non? En pleine occupation. Des étudiants de Thiers, dont le père d'un avait une maison de vacances juste en bas, qui était M. Barnériac, qui fut ensuite député et maire de Thiers. Ils ont mis l'écriteau actuel. Ici finit la France, ici commence l'Auvergne. En tout cas, il y a ici une frontière comme il y en a tant partout. Des frontières à l'intérieur d'un État. Ensuite, nous sommes une frontière également, point de vue langage, Languedoc, Languedoy, franco-provençal, ça se croise tout ici. Cette frontière intérieure a été mouvante à travers le temps. Je vous propose que nous nous promenions au fil des siècles pour voir comment elle s'est déplacée. Nous sommes au lieu-dit Guérande ou Guirande. C'est un terme très ancien. Du côté, à ma gauche, vous avez le côté auvergnat où il y avait les peuplades gauloises des Arvernes et à ma droite, les Ségusiaves. Ces peuplades gauloises étaient très querelleuses, les Ségusiaves étant les clients des Éduins qui étaient les ennemis des Arvernes. Donc on peut penser qu'ici il y avait une frontière et le terme Guérande signifie effectivement dans le langage des Celtes Equaranda, qui désignait des limites entre des cités gauloises. Alors cette frontière entre ces deux peuplades gauloises crée déjà quelque chose d'assez intéressant qu'on va retrouver par la suite. C'est que les Salles étaient donc du côté ségusiave, alors que Noiretable était du côté arverne. Donc à cette époque-là, clairement, Noiretable était arverne, donc auvergnat. Après la conquête de la Gaule par Jules César, les Romains ont calqué les limites de leur nouvelle province sur celles des tribus gauloises. À la création des diocèses au 5e siècle, on a repris exactement les mêmes limites. Ainsi, l'église de Noiretable devant laquelle nous nous trouvons a été située dans le diocèse de Clermont-Ferrand, tandis que celle des Salles se trouvait dans le diocèse de Lyon. C'est sans doute la raison pour laquelle Noiretable a encore aujourd'hui un parler occitan. Si nous sommes ici, c'est pour évoquer la création de la châtellenie de Servières au Moyen-Âge et l'expansion forésienne vers l'Auvergne. Pour évoquer la frontière, on passera très rapidement sur l'effondrement de l'Empire romain et le Haut Moyen-Âge. Les Bois Noirs étaient alors une frontière entre le royaume des Visigoths à l'ouest et celui des Burgondes à l'est. Puis, après le partage des fils de Charlemagne en deux traités, celui de Verdun en 843 et celui de Mersenne en 870, les Bois Noirs vont devenir une zone tampon entre, d'une part, la Francie occidentale, qui va devenir la France de Charles le Chauve, et de l'autre côté, la Lotharingie, qui va devenir très rapidement la Germanie. Du temps des Carolingiens, on avait mis en place des comtes amovibles au départ, des simples fonctionnaires. Mais ensuite, ceux-ci ont agi pour devenir de plus en plus indépendants, pour s'émanciper, et puis que leurs fonctions deviennent quasiment royales et surtout héréditaires. Donc l'empire de Charlemagne a fini par s'émietter en comté, en duché, peu importe le terme. Au début du Xe siècle, le territoire de Thiers dépendait du comté d'Auvergne, qui s'étendait jusqu'à Montbrison. Mais lors d'une succession, ce comté fut émietté et on assista à l'émergence des redoutables seigneurs de Thiers de la première race. Du côté forésien, la première race des comtes de Forêt dépendait du royaume de Bourgogne, lui-même inclus dans le Saint-Empire germanique. Mais au milieu du XIe siècle et pendant tout le XIIe siècle,
ce royaume va s'étendre jusqu'au mandement de Celles, c'est-à-dire aux portes de Thiers. Au milieu du XIIe siècle, on va assister à une sorte d'inversion de frontières. Deux dates sont importantes. En 1152, le mariage d'Henri II Plantagenet, futur roi d'Angleterre, avec Aliénor d'Aquitaine, va faire que l'Auvergne va tomber dans le giron des Plantagenets. Mais de l'autre côté, du côté forésien, en 1167, le comte Guy II de Forêt s'émancipe de l'évêque de Lyon, et donc du Saint-Empire germanique, pour faire allégeance au roi de France. Donc finalement, ce qui était auparavant le côté auvergnat, donc capétien, français, devient la propriété des Plantagenets, plutôt roi d'Angleterre. Et de l'autre côté, alors que ça dépendait du Saint-Empire germanique, bizarrement, on se trouve dans une dépendance du royaume de France. Les choses ne vont pas en rester là, car Philippe Auguste, le roi capétien, va bien manœuvrer. Lors des successions d'Henri II Plantagenet, et l'Auvergne va finalement devenir une propriété du royaume de France. À cette époque, Servières n'était qu'un endroit boisé et peu peuplé, pas peuplé du tout d'ailleurs, quand le comte Guy II de Forêt, en 1181, décida de construire ici un château. Ce château, il partait en croisade et il avait envie de protéger ses propriétés. Et ce château a été érigé contre le comte d'Auvergne et d'autre part d'un personnage que nous n'avons pas encore évoqué, les seigneurs de Beaujeu. La vicomté de Thiers était convoitée en fait par deux seigneurs. Celui dont on avait dit qu'on reparlerait, les sires de Beaujeu, les sires de Beaujeu qui possèdent notamment les cornes d'Urfé indirectement, avaient des visées effectivement d'expansion vers le sud et donc vers la vicomté de Thiers, mais aussi le comte de Forêt. En 1209, le sire de Beaujeu s'empare du château de Thiers, ce qui implique évidemment une réaction des Forésiens qui s'allient et finir par évincer le sire de Beaujeu. Mais les seigneurs de Thiers étaient très endettés, probablement à cause du financement des croisades, peut-être aussi avait-il un train de vie un petit peu trop onéreux. Ils étaient en pleine déconfiture financière, ce qui permit au comte de Forêt, sous l'incitation d'ailleurs du roi de France, de proposer un échange de terres. Et donc, à ce moment-là, la frontière se déplace puisque les Forésiens deviennent les propriétaires du comté de Thiers. Au passage du XIVe au XVe siècle, l'espace des Bois Noirs va devenir bourbonnais. En effet, Louis II va récupérer par héritage celui des comtes de Forêt et, du fait de son mariage avec Anne Dauphine, d'une partie de l'Auvergne. Nous avons une trace ici de ce passage. Louis II de Bourbon a acquis l'hôtel du Pirou en 1402 et lui donna, après travaux, l'allure d'une demeure bourbonnaise. En 1531, après ce que l'on a nommé la trahison du connétable de Bourbon, le duché de Bourbon fut rattaché à la couronne du royaume de France. Faisons un bond dans le temps et portons-nous pendant la Révolution française. Le 15 janvier 1790, la Constituante organise la France en 83 départements. Mais se pose un problème pour les communes frontalières. Lorsque, et c'est le cas d'Arconsa, une partie des villages sont situés du côté auvergnat ici et de l'autre côté forésien, il fallait bien une règle pour savoir si Arconsa ferait partie du département, nouveau département du Puy-de-Dôme ou celui de Rhône-et-Loire. La règle était la suivante. On rattacherait la totalité de la commune là où se situait l'église. L'église d'Arconsa, l'ancienne église d'Arconsa, se situait ici et cette église faisait partie du Forêt, avec 3 maisons autour. Mais l'ensemble du bourg d'Arconsa, lui, était auvergnat. Cette situation était héritée, bien entendu, de l'Ancien Régime. Donc normalement, Arconsa aurait dû faire partie du département de la Loire. Mais il y a eu contestation. C'est remonté jusqu'à Paris et on a décidé qu'on demanderait aux habitants de voter. Et massivement, les Arconsatois ont voté pour leur rattachement de la totalité de la commune au département du Puy-de-Dôme.
Ils ont donné quelques arguments pour ce faire qui sont assez amusants. Ils ont mis comme en avant la beauté de climat, notre commerce, nos appuis, nos habitudes et relations entre les habitants d'Arconsa et ceux de Thiers, et non avec ceux du Forêt, avec lesquels il n'y a aucune liaison et très éloignés et difficiles, surtout en hiver. Donc nous sommes ici sur le versant aujourd'hui auvergnat des Bois Noirs. Vous avez tout en haut de la route ici le col Saint-Thomas et en contrebas le hameau de Marnat. Ici s'est joué le dernier avatar des déplacements de frontières. Le 12 mai 1847, le hameau de Marnat ainsi que le col Saint-Thomas a été détaché de la commune des Salles, donc de la Loire, pour être rattaché à la commune d'Arconsa et donc dans le Puy-de-Dôme. Aujourd'hui, cette frontière n'existe plus avec la fusion de la région. Aujourd'hui, avec notre catalan de ministre de Premier ministre, on nous a effacé cette frontière et on l'a portée au col du Petit Saint-Bernard. Donc, la frontière actuelle, elle est dans les Alpes, avec Rhône-Alpes-Auvergne. Voilà ce qui se passe.